Merci Bouba et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir sur ce plateau Ousmane Sonko, c'est le président du parti PASTEF. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Antoine. Vous êtes par ailleurs inspecteur des impôts et domaines. Prétexte de cette invitation, justement, ce sont les journées de l'impôt qui se sont tenues à Thiès. Mais avant de revenir sur tout cela, parlons d'abord de votre dernière sortie qui a quand même fait l'actualité. Il s'agit des députés qui ne paient pas d'impôts. Alors, comment peut-on en arriver à une telle situation? Expliquez-nous un peu. Évidemment, je suis tout à fait surpris par l'ampleur que cette information a pu donner, dans la mesure où ce n'était pas la première fois d'ailleurs que j'en faisais la révélation à 2 reprises sur des plateaux de télé lors de débats. J'en avais fait allusion. Depuis longtemps. Et ça n'avait pas été repris à ce niveau-là. Et je rappelle que la déclaration a été faite le samedi passé dans le cadre d'une conférence publique que je donnais dans le cadre des samedis de l'économie. Oui. Et ce n'était même pas dans le texte liminaire de la conférence. Évidemment, lors du déroulement de la conférence, m'étant rendu compte qu'il y avait des parlementaires dans la salle, Oui. J'ai lancé comme une boutade en disant d'ailleurs que je ne comprenais pas pourquoi les députés ne reversaient pas l'impôt retenu à la source. La conférence, je le rappelle, traitait de la répartition, légale répartition de la charge fiscale entre tous les contribuables. Justement, nous y reviendrons. Voilà. Mais est-ce que vous comprenez le fait que les députés ne paient pas d'impôts? Du moins, on ne reverse pas ce qu'on prélève sur leur salaire. Mais je crois qu'aucun Sénégalais ne peut comprendre cela. Maintenant, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Soit la retenue n'a pas été opérée, parce que cet aspect-là, je ne peux pas la vérifier. J'ai entendu des députés déclarer que sur leur bulletin, il y avait une retenue, lesquels bulletins, je n'ai pas eu la chance de les examiner. Oui. Si la retenue n'a pas été opérée, évidemment, c'est une fraude fiscale qui ne dit pas son nom. Et De la part de l'Assemblée nationale. De la part de l'Assemblée nationale et des députés. Et c'est une faute. Et l'État dans tout ça, est-ce que l'État ne peut pas faire un contrôle par rapport à ça? Oui, je vais y venir. Maintenant, si les retenues ont été opérées et non reversées, c'est pire encore. Parce que là, on est une fraude fiscale, c'est vrai, mais doublée d'une délinquance fiscale. Le terme n'est pas trop fort. Et c'est les cas qui sont, dans le Code général des impôts, passibles même de poursuites pénales, de l'impôt retenu et non reversé. Et dans le cas d'espèce, d'après les réactions de certains députés, on semble être en face de la seconde situation, sans que ça absolve totalement les députés. Parce que le régime de la retenue à la source n'exonère pas de la déclaration par ailleurs, surtout lorsque le contribuable a d'autres sources de revenus. Oui. Donc, ça atténue, mais ça n'exonère pas totalement les députés. Mais je dis, si on est dans le second cas, il y a eu détournement de deniers publics. Et là, c'est grave. C'est grave et c'est passible de poursuite pénale. Oui, alors. Je crois que j'ai vu dans un journal, dans un quotidien hier, que l'administration fiscale a même procédé à un redressement fiscal à hauteur presque de 2,7 milliards en 2015. Au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, par rapport à cette situation, il y a un vice-président de l'Assemblée, justement, qui dit que la personne qui s'occupait de ces questions est allée à la retraite il y a 6 mois. Explication acceptable? Non, c'est une explication ridicule et qui relève d'ailleurs d'une incompréhension totale de la loi et de la pratique fiscale. Et cette situation, je le dis, ne date pas de cette législature. Ça date de beaucoup plus longtemps. Et ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale. Il faut aller voir, est-ce que la 16 prélève et déclare. Le défunt Sénat a laissé une ardoise fiscale qu'il n'a jamais honorée. Donc, c'est ridicule même de parler de quelqu'un qui est parti à la retraite depuis 2012 et que les chèques viennent d'être signés. Ça ne se passe même pas comme ça. Mais finalement, c'est l'État qui est responsable, qui laisse faire. Parce que quand vous nous dites que même les dernières législatures, c'était comme ça, il y a problème alors sur ce point. Oui, mais c'est l'État, mais c'est particulièrement aggravé lorsque, je rappelle que la fiscalité est du domaine de la loi. La Constitution dit que la fiscalité, c'est l'un des domaines réservés à la loi, donc aux députés, qui sont les seuls à pouvoir voter la loi fiscale, à définir chaque année dans la loi de finances les impôts à prélever et leur répartition et la durée de ces impôts-là. Ça, c'est la loi qui le dit. À partir de ce moment, ceux qui sont chargés de définir les conditions d'imposition de tous les Sénégalais, quand eux-mêmes se soustraient à l'impôt, soit
directement, soit parce que les obligations administratives n'ont pas été faites. C'est extrêmement grave et ça pose un problème d'éthique fondamentalement qui interpelle tous les députés. Ce qu'on attend des députés, j'ai vu certains députés procéder à des invectives, certains allant jusqu'à parler exiger ma démission ou je ne sais quel... À votre endroit? À moi, j'ai entendu aujourd'hui le président du groupe parlementaire majoritaire, M. Diakhaté, se livrer à des élucubrations qui ne tiennent à absolument rien. Mais ce qu'on attendait d'eux, s'ils sont conséquents et s'ils sont de vrais députés, c'est d'élucider cette affaire-là. S'ils ont été effectivement imposés, pourquoi ça n'a pas été reversé? Ils n'ont qu'à interpeller le questeur et le trésorier de l'Assemblée nationale. Le questeur qu'on n'a pas entendu sur la question en tout cas. Justement. Alors, le paiement de l'impôt en tant que tel, c'est un problème au Sénégal, Ousmane Sonko? Évidemment, c'est un gros problème. Vous savez, pourquoi il y a problème dans ce domaine? Lors de cette conférence, j'ai parlé d'une administration fiscale non performante. J'ai entendu des autorités de l'administration fiscale monter sur leurs grands chevaux. Je précise que je ne parle pas des gens des impôts à qui je rends un hommage ici, qui travaillent bien dans des conditions difficiles et qui font un résultat. Je parle de la vision et de la politique fiscale. Quand vous examinez la structure fiscale au Sénégal, vous savez, on a fait tout un tintement récemment sur l'atteinte d'objectifs autour de 3022 milliards. Et les recettes fiscales font 1700 milliards. Quand vous examinez la structure de ces recettes fiscales-là, vous vous rendez compte d'un certain nombre de choses qui vont nous permettre de répondre à votre question. La première chose, c'est que la plus grande part, 1300 milliards quasiment, représente la TVA, donc de l'imposition indirecte. Ce qui traduit un schéma économique d'ailleurs introverti parce que nous dépendons beaucoup plus de l'importation et des taxes à l'intérieur. Quand vous regardez la structure fiscale des pays développés, vous allez avoir du 50-50 ou même peut-être un peu plus pour les impôts directs, les impôts sur le revenu. Ensuite, à l'intérieur des impôts sur le revenu, vous vous rendez compte que les salariés payent beaucoup plus parce que vous avez 306 milliards d'impôts sur les revenus et seulement 200 milliards d'impôts sur les sociétés. J'ai entendu un patron, Beydi Agne, je crois, dire devant le ministre des Finances que le patronat supporte tout, que c'est sur 1700 milliards. Mais c'est tout à fait erroné. En réalité, soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la mauvaise foi. Les impôts indirects que les entreprises collectent et reversent, le mécanisme de la TVA, c'est que sur les ventes, vous collectez de la TVA et vous déduisez la TVA que vous avez supportée et la différence, vous la payez, vous la reversez. Sur ces impôts indirects-là, il est évident que c'est le consommateur final qui supporte la TVA. Donc, vous et moi, ce n'est pas l'entreprise. L'entreprise n'a qu'une charge administrative de collecter et de reverser, mais elle ne supporte pas. Donc, et ça fait 1300 milliards, je vous dis. Et si vous allez sur les impôts directs, je vous dis que les impôts directs, c'est 306 milliards, dont les 90% sont constitués par les impôts retenus à la source. Si vous prenez les impôts retenus à la source, ici, et les impôts retenus au niveau de la TVA, qui ne reflètent pas un très gros effort de service en réalité, vous vous rendez compte que nous avons un système fiscal qui n'est pas très performant, qui fiscalise beaucoup plus le revenu, et le petit revenu malheureusement, que le capital, le revenu dans l'impôt sur le revenu et dans la consommation, parce que le petit salarié, il consomme tout son revenu et il supporte la TVA sur tout ça. Il ne peut pas épargner. Or, le capital, il est imposé à 30%, le taux de l'IS maintenant qui a été relevé à 30%, avec une capacité de fraude que vous n'avez pas, vous, en tant que salarié, quand on vous précompte à la source. Et autant d'éléments qui font que nous avons assis le constat que le système fiscal reste à être performant. Nous ne fiscalisons pas suffisamment le secteur dit informel, que ce soit le commerce ou l'immobilier. Nous avons des niches fiscales extraordinaires contenues même dans le Code général des impôts avec les exonérations. Et enfin, maintenant, et c'est là où j'avais abordé d'ailleurs la question des députés, nous avons les mauvaises pratiques administratives qui plombent le système. Vous avez entendu la sortie du syndicat des impôts sur les amnisties fiscales, où un ministre peut se permettre d'amnistier des entreprises multinationales extrêmement solvables qui ont fraudé, et quelquefois sur des cas extrêmement graves. Vous croyez que lorsqu'une entreprise retient de l'impôt sur le revenu ou de la TVA et ne la reverse pas,
est-ce que cette entreprise-là peut bénéficier d'une amnistie fiscale? Ça, c'est un délit passible de poursuite pénale. De façon globale. Et c'est tout cet ensemble-là qui fait que, au-delà de l'autosatisfaction, nous avons un problème avec notre système fiscal. Et c'est au niveau du management qu'il faut réorienter les choses. Je ne parle pas de l'agent des impôts qui fait son travail, mais qui a besoin d'être réorienté vers un autre type de... Mauvaise politique fiscale, on peut le dire, mais en déduction de tout ce que vous avez dit, on peut dire que la charge fiscale n'est pas bien répartie ou n'est pas répartie de façon équitable. Évidemment, c'était ça l'objectif un peu de la conférence. Et nous l'avions démontré avec des chiffres à l'appui, aussi bien en partant de la loi de finances 2016 qu'en analysant la structure fiscale telle qu'elle ressort du Code général des impôts, le dernier notamment de décembre 2012, nous l'avons suffisamment démontré. Maintenant, après, il y a un travail à faire. Ça n'occulte pas les efforts qui sont déjà faits. Le débat n'est pas personnalisé. Tout à fait. C'est une réflexion que nous lançons. Que vous lancez. Justement, vous venez donc de boucler les journées de l'impôt qui se sont tenues à Thiès. On a beaucoup parlé de sensibilisation et d'organisation. Est-ce que la situation est si préoccupante qu'on veuille insister sur l'organisation et la sensibilisation? Oui, je crois que dans tous les cas, surtout dans nos pays, même si la situation était au vert, il faut sensibiliser et informer. Vous savez, l'impôt est le premier lien de citoyenneté. L'impôt doit être au cœur du débat public. Et il est heureux aujourd'hui que de plus en plus ça se fait, parce que ce qu'on a en commun nous tous, et qui traduit le mieux le commun vouloir de vivre ensemble, c'est l'impôt. Comment Gaston Diez l'a défini? C'est un prélèvement obligatoire par voie d'autorité, à titre définitif, sans contrepartie, et selon la capacité contributive de chacun en vue de financer les charges publiques. C'est ça l'impôt. Et pour cela, il faut quand même élargir l'assiette fiscale. Il faut élargir, c'est-à-dire, il faut que maintenant, dans cette définition, il y a un certain nombre d'éléments importants, parmi lesquels la justice fiscale. Et la justice fiscale, il peut s'organiser sous plusieurs formes. Vous savez, quand on a parlé du cas des députés, il y a plusieurs niveaux. Moi, je me suis limité au fait que l'impôt n'a pas été reversé. Est-ce qu'elle a été, Vous avez posé des questions. Mais il y a des débats beaucoup plus profonds qu'il faut poser, même entre tous ceux qui sont titulaires de revenus, que ce soit moi, vous ou le député. Vous savez, d'ailleurs, je n'ai pas révélé grand-chose parce qu'un de vos confrères, un certain Bachir Fofana... Vous avez encore des choses à révéler? Oui, j'ai dit, non, nous n'avons rien révélé. Moi, je n'ai pas commencé les révélations. Heureusement, j'ai repris. Un de vos collègues qui s'appelle Bachir, confrère du moins, Bachir Fofana, avait déjà en 2012 fait un article sur l'imposition des députés où il nous révélait de manière ahurissante que même si c'était fait correctement, le député ne consent qu'un impôt de 5 000 et quelques francs. Parce qu'il y a un système... C'est epsilon, comme on dit. C'est epsilon. Et si même c'est petit 5 000, parce que le reste, c'est la cotisation retraite parlementaire qui fait 30 et quelques mille. Mais même si ce petit montant-là est insignifiant, on ne peut pas nous le reverser. Et je ne vois pas en quoi est-ce que le dénoncé doit émouvoir les gens. Nous allons quitter les questions de fiscalité pour parler de questions politiques. Votre parti, PASTEF, qui est un parti de l'opposition, c'est ça? Radical, il faut l'ajouter. J'aime bien ça. Exact. Voilà. Alors, le dialogue politique, le président Macky Sall en parle ou en a parlé. Vous êtes partant? Je ne comprends pas du tout le président Macky Sall. Pourquoi? Parce que voilà un homme qui a fait cavalier seul depuis qu'il est là. Il y a eu tellement d'occasions manquées pour un dialogue politique, des réformes en profondeur, l'acte 3 de la décentralisation, qui est une calamité, qu'il a fait sans consultation. Le dernier référendum, sur des questions aussi essentielles que la Constitution qui doit en régir, il a refusé de se concerter avec qui que ce soit. Il y a eu tellement de rendez-vous manqués et pendant ce temps, il a géré de manière solitaire et même militaire, enfermant, menaçant. Je l'ai entendu menacer l'opposition en se qualifiant de lion qui dort, alors que nous, on a besoin d'un lion éveillé, d'ailleurs, vu l'état de ce pays-là. Et subitement, parce qu'on sort d'un référendum qui a fini de les inquiéter, si on sait lire bien les résultats. Il a quand même l'emporté. Oui, mais il ne faut pas se limiter à ça. Ça, vous êtes en surface. Un oui l'a emporté avec un taux de participation pour un référendum qu'on n'a jamais vu et avec un score qu'on n'a jamais vu également. Si on analyse sérieusement, eux-mêmes savent que ce n'est pas avec cette configuration-là qu'ils gagneraient des législatives. Et immédiatement, on nous agite d'un côté retrouvailles libérales, de l'autre dialogue politique. Nous disons vous n'êtes pas partant?
je dis qu'un dialogue, il est toujours bon dans un pays. Le Sénégal, sa première valeur, ce n'est pas le pétrole qu'on vient de découvrir et qui est géré de manière opaque, où on donne des trucs aux frères du président qui vend sur le marché international sans payer des impôts. Il a quand même démenti ça. Il a démenti ça. C'est la vérité. Il a démenti ça. Non, il ne peut pas démentir. C'est des réalités qui sont là. Oui. Et moi, j'ai témoigné à l'OFNAC sur cette affaire-là. Donc, c'est ce que je dis, c'est des choses avérées. Je dis, ce n'est pas ça notre première richesse. Ce n'est pas les ressources minières qui sont gérées dans une opacité aussi importante également. Notre première richesse, nous, c'est le dialogue et la stabilité de ce pays. C'est ça qui a fondé le Sénégal tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est bien de dialoguer, mais autour de quoi? Autour de quoi, s'il faut aller se retrouver, s'il faut aller se retrouver pour palabrer et pour que le président s'en sorte en disant de toute façon j'avais convoqué l'opposition, c'est pas intéressant. S'il faut aujourd'hui discuter pour voir, et ça doit être un dialogue inclusif, pas seulement les acteurs politiques, mais tous les Sénégalais veulent savoir aujourd'hui qu'on a inscrit le droit aux ressources naturelles. Ils ont besoin de savoir comment est-ce que notre pétrole est géré aujourd'hui et pourquoi nous n'avons que 10% et pourquoi des gens peuvent se transmettre les titres sur le marché international sans que les Sénégalais ne gagnent quelque chose. Les Sénégalais ont besoin de savoir un certain nombre de dispositions contenues dans la Constitution et qui doivent faire l'objet de lois d'application, loi ordinaire ou loi organique, quel contenu on va donner à toutes ces questions-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si c'est ça, initier un dialogue, nous sommes partants. Mais s'il faut aller se retrouver pour dire gouvernement d'union nationale ou comment faire un partage du gâteau, nous, ça ne nous intéresse absolument pas. Je terminerai juste par lancer un appel sur la forfaiture des accords de partenariat économique que le président Macky Sall est allé signer avec un empressement qu'on ne comprend pas, et dire aux Sénégalais qu'il faut s'intéresser à ce débat, piloté d'ailleurs par une coalition, parce que si ces accords rentrent en vigueur, mieux vaut arrêter de parler de développement ou d'émergence, parce qu'on aura fini de vendre le Sénégal à l'étranger. Très bien. Bouba, à vous, c'est fini pour ce soir. Demain, je vous retrouve. Excellente soirée chez vous.